Journaliste, réalisatrice, on attend bien sûr dans quelques mois son film sur toile de fond d'Ukraine et directrice de Franc-Tireur, la une de Franc-Tireur cette semaine. Bonsoir Caroline. Bonsoir David. La une de Franc-Tireur, la voici. Alors ça parle d'un concurrent, donc on va s'abstenir de la commenter plus longuement. Vous connaissez l'élégance qui nous caractérise. Je la connais. Voilà. Comme je l'ai moins que vous, je peux dire que le titre c'est CNews disque rayé sur les chutes d'audience de CNews. Voilà. Je vous laisse lire la une effectivement de Franc-Tireur cette semaine. Mais cette semaine, ce dont vous souhaitez nous parler, c'est d'une certaine manière d'une indignation à deux vitesses et de ce qui se passe au Sénégal, où, rappelons-le, il y a eu une alternance où une gauche, nationaliste, souverainiste, populiste, revendiquée d'ailleurs comme telle sans doute, est désormais au pouvoir, elle a gagné les élections, et où la loi contre l'homosexualité produit des effets. Une loi contre l'homosexualité, alors c'est vrai que ça peut paraître un étrange retour en arrière. Le Sénégal, c'est un pays cousin, c'est un pays familier, et puis qui fait toujours figure d'exemplarité quand même en matière de droit et de démocratie en Afrique. Et voilà que cette loi sur l'homosexualité se traduit par des effets bien concrets, bien visibles. Oui, je voudrais revenir à la fois sur la genèse de cette loi, sur le fait qu'elle s'inscrit dans un mouvement qui n'est pas un mouvement traditionnel, mais qui est un vrai retour de bâton. Et il a des agitateurs, ce retour de bâton, qui ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Et puis ensuite, on s'intéressera à l'émotion. Est-ce qu'elle est à la hauteur de ce qui est en train de se passer au Sénégal et pourquoi elle ne l'est pas forcément. Mais d'abord, d'un mot, David, on va revenir sur effectivement cette loi, le climat, l'ambiance dans laquelle on a été voté. On a un peu vu ces images, mais pas beaucoup. Donc on va réécouter notamment deux déclarations pour vous dire l'ambiance qu'il y avait dans cette Assemblée nationale sénégalaise, avec une forme d'unanimité. On les voit là au tableau pour durcir et pour pénaliser à nouveau l'homosexualité sous peine de prison allant de 5 à 10 ans, avec une satisfaction, une approbation pour cette discrimination qui fait froid dans le dos. On écoute. Je vous dis une chose, les homosexuels ne respireront plus dans ce pays. Les homosexuels n'auront plus la liberté d'expression dans ce pays. Here in our Africa, here in Senegal, we don't accept this homosexuality. That's not in our culture, that's not in our tradition. That's clear. Montage Louise Rondel-Le Ninan. Alors, il n'y a jamais aucun pays qui a pensé avoir l'homosexualité dans sa tradition, ni en Afrique, ni en Europe, ni aux États-Unis. Ça n'a jamais été comme ça. Mais en fait, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment un retour en arrière, puisque le Sénégal, vous l'avez dit, est un pays plutôt démocratique, qui pratiquait plus cette discrimination et qui est en train de la rétablir. Et avant qu'on s'interroge sur pourquoi, je veux qu'on écoute juste d'un mot le témoignage d'un jeune homosexuel qui est parti, il n'est pas si jeune que ça d'ailleurs, mais qui est parti de son pays avant même la loi. Et en l'écoutant, il faut que vous disiez que depuis qu'elle est passée, des associations comme SOS Homophobie, comme l'ARDIS, qui vient en soutien des homosexuels étrangers, mais vraiment croule sous les demandes, les appels à l'aide, des gens qui n'osent pas parler, qu'on n'entendra pas dans les médias, mais on va entendre au moins ce témoignage. Ça fait maximum 6-7 mois. J'ai quitté mon pays à cause de mon orientation sexuelle que mon père avait découverte, raison pour laquelle j'ai eu des menaces. Bon, il m'a dit qu'il ne va jamais accepter d'avoir un enfant homosexuel. Il préfère d'aller en prison et me tuer qu'il puisse survivre et d'entendre mon nom. Alors, pourquoi faire vivre ce calvaire, cet enfer à des concitoyens? D'où vient cette haine? D'où revient cette haine ancestrale qui est ravivée là et qui est redevenue politique? Eh bien, quand on écoute l'ancien Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, qui depuis quelques jours là est passé, a dû démissionner, mais est devenu président de l'Assemblée nationale et qui est vraiment un des hommes qui a porté cette loi. Il en a fait un projet personnel. Il a même dit, quand il l'a défendu, c'est peut-être la première fois que je porte personnellement un projet de loi. Petit rappel juste sur Ousmane Sonko, lui à titre personnel, il a été accusé de viol il y a quelques années, c'est ce qui l'a empêché de se présenter à la présidentielle. Il a finalement pas été condamné, il a été condamné pour corruption de la jeunesse quand même, après une affaire qui a beaucoup agité le Sénégal de propositions contre une salariée d'un salon de beauté. Et
Aujourd'hui, c'est donc monsieur Lamoral, et monsieur Lamoral au nom des valeurs africaines, mais il ajoute un argument qui prend dans beaucoup de pays africains aujourd'hui, c'est ça qu'on va décortiquer, qui serait qu'en gros, ce serait une forme de résistance à l'Occident. Alors on la connaît, cette façon de toujours défendre l'incitation à la haine, la discrimination, au pire archaïsme, sous couvert de résistance à l'impérialisme occidental, mais on va l'écouter, puis ensuite on va se pencher sur ce qu'il est en train de nous expliquer. Ousmane Sonko. Et j'ai entendu beaucoup de gesticulations dans des pays étrangers, particulièrement la France. S'ils ont opté pour ces pratiques que je ne veux même pas nommer, c'est leur problème, mais nous n'avons pas de leçon à recevoir d'eux. Absolument pas de leçon. Parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils maîtrisent les médias, qui veulent imposer leur dictat, leur culture, leur civilisation. D'ailleurs, on n'osera pas parler de civilisation avec cette affaire-là, parce que ce n'est pas de la civilisation, et qui veulent aujourd'hui l'imposer au reste du monde. Au nom de quoi ? On entend dans cette justification d'abord toute la satisfaction d'un homme hétérosexuel qui se sent supérieur, qui ne veut même pas, qui considère que sa civilisation est donc supérieure à toute autre forme de sexualité, qui n'est même pas reconnue comme une forme de civilisation. On reconnaît aussi le thème, encore une fois, mais vraiment monomaniaque, de dire qu'on est en résistance contre quelqu'un qui veut vous imposer le fait de respecter l'égalité. C'est évidemment absurde. Les homosexuels sénégalais ne sont pas des occidentaux, ils demandent rien à imposer, ils demandent juste est-ce qu'on les laisse vivre, est-ce qu'on leur fiche la paix, et est-ce qu'on les laisse aimer qui ils aiment. Et là, en l'occurrence, c'est un homme politique qui impose aux autres sa façon de voir, sa façon d'être, et un mode et une norme sexuelle de façon extrêmement violente. Mais on en reparlera, je crois, mais c'est vrai que ça rappelle le discours de Vladimir Poutine. Mot pour mot. Alors on va y venir, mot pour mot, on va y venir, parce qu'en fait, il y a quelque chose d'assez tragique dans cette fausse façon de défendre l'homophobie, c'est qu'effectivement c'est pas le monde occidental qui impose l'homosexualité à l'Afrique, c'est plutôt la Russie qui est en train d'imposer dans son impérialisme nouveau l'homophobie en Afrique. Et pas seulement la Russie, on va finir par eux, mais beaucoup d'occidentaux, évangéliques américains ou d'extrême droite catholique, qui depuis quelques années, notamment depuis les années 2010, 2012, évangélisent à tour de bras le continent africain en essayant de faire du refus de l'homosexualité, du refus du mariage pour tous, une valeur africaine. Mais par exemple, on a des articles d'Open Society qui nous racontent que des évangéliques américains, plusieurs organisations importantes, ont dépensé des dizaines de millions de dollars depuis les années 2010 pour faire revenir ces thèmes en Afrique. Il y en a un tout particulièrement, 54 millions selon Open Society, mais c'est vraiment un chiffre sous-estimé. C'est beaucoup plus que ça, parce que tous les groupes de la droite religieuse américaine sont extrêmement riches et extrêmement déterminés. Il y a une des figures, par exemple, de cette réévangélisation homophobe du continent africain, qui est Douglas Lively, qu'on va découvrir. Il est à la tête d'une association comme l'American Family Association, qui est pareil, est très riche, a dépensé des millions sur ce continent. Alors je ne sais pas si on a sa photo. Oui, voilà, Douglas Lively. Il avait fait un livre pour expliquer que les homosexuels étaient très présents dans le parti nazi, voire étaient responsables du nazisme il y a quelques années. Et lui, il a passé des années et des années, des conférences et des conférences à évangéliser en Ouganda, qui est un peu le premier pays africain qui a réouvert cette tendance à la repénalisation de l'homosexualité. L'Ouganda, souvenez-vous, c'était un débat qui a commencé en 2012 au Parlement ougandais. La présidente du Parlement ougandais s'était même vantée de vouloir offrir comme cadeau de Noël, c'était en décembre 2012, une loi qui punissait de la peine de mort l'homosexualité. Or, cette femme a beaucoup de relais en Occident. Cette femme, elle est reçue, par exemple, c'est une amie de Zoran Mamdani, le maire de New York, et de sa famille. Elle avait été reçue par le pape Benoît XVI à l'époque, qui s'était dédié d'avoir voulu bénir son action, mais qui l'avait reçue, qui lui avait embrassé les mains. Et le Vatican, ne soyons pas naïfs, est très actif aussi en Afrique pour promouvoir ce type de valeurs depuis Benoît XVI. La Manif pour tous va beaucoup en Afrique. Ces réseaux sont très présents, font beaucoup de conférences en Afrique. Et là, on parle d'occidentaux, qui sont en train d'imposer plutôt l'homophobie. Donc c'est plutôt l'inverse, oui. C'est plutôt l'inverse que ce que nous dit Ousmane Sonko. Et effectivement, il faut ajouter à ces influences occidentales américaines ou d'extrême droite européenne, il faut ajouter l'influence russe. Parce que si vous regardez les pays qui se sont mis à repénaliser l'homosexualité, l'Ouganda, mais aussi le Mali,
mais aussi le Burkina Faso, le Niger qui fait partie de l'association du Sahel que veut la Russie, c'est-à-dire de cette Russe-Afrique, parce que désormais il faut parler de Russe-Afrique, tellement la Russie a étendu son influence, son impérialisme économique et aussi son impérialisme idéologique sur un certain nombre de pays africains. Et comme par hasard, les hommes politiques africains se mettent à employer les mêmes mots que Vladimir Poutine pour parler d'homosexualité. Et les lois sont inspirées des lois russes, parce que les lois, compris des pays africains, contre la promotion de l'homosexualité, c'est aussi, pareil, mot pour mot, ce que la Douma, ce que le Parlement russe a voté. Donc on est vraiment devant une influence plutôt extérieure, à la fois occidentale, mais plutôt dans un sens homophobe que dans le sens de l'égalité, et dans une influence russe très, très, très claire. Alors, le paradoxe, peut-être, c'est que on n'entend pas beaucoup, pas seulement les amoureux de l'Afrique d'ailleurs, mais les défenseurs des droits s'émouvoir. Il ne faut pas exagérer, il y a des réactions, mais ça n'est pas un sujet international de premier plan. Alors, vous avez dit, il y a des réactions, bien sûr, il y a des réactions, surtout que beaucoup de gens demandent sur les réseaux sociaux, par exemple, des comptes à ces partis de gauche qui ont beaucoup soutenu Sonko. On a vu il y a quelque temps, il me semble, Pedro Sanchez aux côtés de Sonko, le présenter comme vraiment leur frère du Sénégal. On sait que la France Insoumise a fait campagne aux côtés du parti de Sonko, vraiment comme étant, pareil, leur équivalent au Sénégal. Et on n'entend quand même pas les hurlements qu'on entendrait si un pays d'extrême droite allait catholique, si la Pologne, je ne sais qui, si Orban ou la Hongrie, du temps où il était encore au pouvoir, avait passé une loi contre l'homosexualité. Je suis sûr qu'on aurait entendu 10 fois plus hurler. Alors il y a des tweets quand même pour condamner, il faut les noter. Manon Aubry s'est exprimée pour dire son désaccord avec la loi sénégalaise, une loi homophobe qui punit l'insurrection homosexuelle. Je veux exprimer mon profond désaccord avec cette persécution. C'est vrai que quand on connaît le ton de la France Insoumise et quand on sait jusqu'où ils sont capables d'aller en décibels, on trouve qu'on est un peu dans la zone basse. Certaines retenues, disons. Il y a une certaine retenue. Soudainement, il y a une forme de délicatesse qu'on ne leur connaissait pas. On va quand même entendre Jean-Luc Mélenchon au moment de la campagne où il est allé soutenir le parti de Sonko. Il avait quand même fait part de son désaccord, mais d'un désaccord qui est si mineur à ses yeux que ça n'a pas empêché de considérer encore une fois que c'était l'homme qu'il fallait au Sénégal avec le résultat que l'on sait aujourd'hui. Vous venez de dire sur quoi nous sommes en désaccord. Je vous le confirme. En effet, je suis le premier législateur français qui ait déposé un texte de loi à propos de la population la possibilité du mariage homosexuel. J'assume la position politique que j'ai voulue et je ne chercherai pas à vous l'imposer. Alors on retient quand même la formule « je ne chercherai pas à vous l'imposer ». Donc c'est devenu clairement acquis que défendre l'égalité des droits, refuser l'incitation à la haine, refuser la discrimination, ce serait vouloir imposer un modèle. Donc quid des droits de l'homme, quid de l'idéal progressiste en général, des gens de gauche. À la rigueur, pourquoi ça fait pas de bruit ce qui se passe au Sénégal ? On commence à le comprendre. Il y a d'un côté un retour de l'âge identitaire qui favorise une droite moralisatrice, plutôt extrémiste, qui évidemment est tout à fait homophobe et qui partage le retour à ces valeurs dites traditionnelles. Et puis de l'autre côté, il y a une gauche qui est elle aussi de plus en plus identitaire, relativiste, qui a abandonné l'universalisme, qui a abandonné l'ambition de promouvoir l'égalité de par le monde. Ça devrait être un de ses combats les plus brûlants. Et quand il s'agit d'un pays africain, elle l'abandonne encore plus facilement. Parce que il y a cette idée, et là il faut qu'on rentre dans le détail, il y a cette idée qui est notamment portée par l'intersectionnalité des luttes, qui fait qu'aujourd'hui l'antiracisme est une priorité. C'est une priorité qui écrase toutes les autres luttes. Au nom de l'antiracisme, on dénonce plus le sexisme, on dénonce plus l'homophobie, quand cette homophobie ou quand ce sexisme vient d'un racisé, vient d'un Premier ministre sénégalais, ça n'intéresse plus personne. On fait quelques condamnations d'usage, mais on ne va pas voir des foules à Bastille, à République, avec des drapeaux pour demander, des drapeaux arc-en-ciel pour demander au Sénégal. On ne va pas voir des manifestations devant l'ambassade du Sénégal pour demander la fin de cette ignominie, la fin de ces discriminations récentes. C'est d'autant plus triste, David, que ça pourrait avoir un impact. C'est-à-dire que si aujourd'hui
la gauche a été capable de mettre dans la rue une jeunesse qui allait devant les ambassades du Sénégal faire pression pour dire nous sommes en solidarité avec nos frères et nos sœurs sénégalais qui vivent cette persécution, il y aurait un impact beaucoup plus que d'agiter des drapeaux de la Palestine quand il y a une guerre existentielle entre Israël et le Hamas. Là, ça n'a évidemment pas d'impact. Pourtant, il n'y a que le drapeau de la Palestine que l'on voit partout. Et ces thèmes-là sont passés complètement au second plan au sein des priorités, je précise, de la gauche mouvementiste. Parce que c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent, c'est que ceux qui sont aujourd'hui... La gauche mouvementiste. La gauche qui est capable de pétitionner, la gauche qui est capable de mettre des gens dans la rue, c'est pas toute la gauche. Il y a une gauche antitotalitaire qui est toujours concernée, qui est toujours universaliste et qui est toujours blessée quand on ne respecte pas la dignité d'un être humain, que ce soit en Russie, ou que ce soit au Sénégal, ou que ce soit en France. Cette gauche universaliste, elle existe. Mais c'est pas la gauche qui est la plus représentée aujourd'hui dans les syndicats, dans les universités, dans les associations. Il n'y a pas longtemps, c'était la gauche dominante, la gauche universaliste. La gauche des gouvernements. Eh ben, oui, mais on sait d'abord que la gauche de mouvementiste, elle n'a plus la surface militante qu'elle avait il y a quelques années. Aujourd'hui, on parle souvent d'une succession de cabines téléphoniques. Quand vous parlez des mouvements, aussi, moi j'ai été militante dans des associations gays et lesbiennes quand il fallait se battre pour le Pax. Une fois que je l'ai obtenu, moi et d'autres, je suis passée à d'autres priorités dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Ceux qui continuent à militer quand une partie de la victoire... On peut le dire, vous étiez à ACT UP. J'étais proche d'ACT UP et j'étais présidente du centre gay lesbien au moment de la bataille pour le Pax. Donc au moment où c'était dur, si vous voulez, il fallait convaincre et il fallait surmonter l'homophobie. Et on n'imaginait pas, on imaginait qu'on arriverait à convaincre nos concitoyens de respecter nos droits et de respecter l'égalité des droits. Et évidemment, on n'était pas assez pessimiste pour se dire qu'un jour, le monde repartirait en arrière et que certains des progressistes regarderaient ailleurs parce que ça ne vient pas du bon côté, parce que ça n'est pas porté par le bon pays, par la bonne culture ou parce que c'est porté par des pays, carrément des partis amis. Mais pour aller au bout du problème de l'intersectionnalité, c'est plus compliqué que simplement prioriser tout ce qui est antiraciste au détriment du reste. Il y a un noyautage de ces associations. Alors, j'ai beaucoup travaillé dessus par des militants proches des frères musulmans qui imposent la question de la Palestine, pour le coup, comme un thème majeur, la mère de toutes les batailles, et qui efface toutes les autres, parce que souvent ce ne sont pas des militants qui sont très intéressés par la reconnaissance de l'homosexualité et le combat féministe, je peux vous le dire. Voilà, on n'est pas certain que les homosexuels sont particulièrement les bienvenus dans un mouvement comme le Hamas. Pas particulièrement, on les jette du haut d'un toit, donc on peut même être certain qu'ils ne sont pas du tout très bien traités. Donc quand Urgence Palestine, quand des militants des frères musulmans sont devenus, encore une fois, si prédominants et si dominants, je le dis franchement, dans certaines luttes et dans certaines associations, le thème de la Palestine devient prioritaire et tous les autres, comme l'homophobie, ne le sont plus. Et puis, il y a un portrait encore, je vous invite à lire dans Franc-Tireur cette semaine, sur Parole d'honneur, qui est le média des indigènes de la République, nouvelle version, et qui est aussi le média qui a posé la question si tordue à Gilles Lelouch. Et vous voyez à quel point ce média, quand il a de l'influence à gauche, il vous invite, comme Ouria Boutelja, à ne pas dénoncer un racisé, en aucune circonstance. Mais il y a quand même une tentative de répondre à ce qui se passe au Sénégal, et vous allez voir que le seul argument aujourd'hui qui est crédible auprès de la gauche décoloniale, c'est de dire que l'homophobie, c'est la faute de la colonisation. Ça n'est pas en partie totalement faux. On va écouter un chanteur, DJ, en parler. Il n'a pas totalement tort, même si l'argument n'est pas totalement satisfaisant. Les identités queer, elles existaient au Sénégal bien avant la colonisation. C'est la colonisation française qui a pathologisé tous ces comportements et ces identités en interdisant les relations non procréatives, criminalisant ainsi ce qu'elle appelait la sauvagerie. Ce qu'on voit aujourd'hui, alors, c'est donc un gouvernement qui utilise une loi héritée du colonisateur pour prétendre défendre une culture africaine. Ce qui est vrai, c'est qu'avant la loi de 1982, l'homosexualité était de fait délictualisée ou criminalisée. Bien sûr, non, mais ce que je veux vous dire, c'est que ça, c'est un argument qui est encore possible dans cette gauche-là, parce qu'il s'agit d'un argument sur la colonisation, que tout ce qui est décolonial est accepté. C'est en partie vrai que l'interdiction stricte de l'homosexualité avant de revenir là a été parfois imposée sous le modèle des lois victoriennes et donc à une époque où l'Europe était puritaine, et donc en exportant son modèle
de force pour le coup à l'époque via la colonisation, exporter aussi ses tabous et ses interdits. Ça ne voulait pas dire que les sociétés des pays concernés étaient des modèles de havre de paix et d'égalité et de libération sexuelle. C'était juste que c'était tellement un tabou que ça n'était même pas interdit. Donc il ne faut pas non plus réécrire complètement l'histoire. Mais c'est vrai que réactiver aujourd'hui des lois pénalisant l'homosexualité, la dernière fois que ça a été fait, c'était plutôt sur le modèle des lois du colonisateur. Donc on est devant un grand n'importe quoi, mais qui fait beaucoup de dégâts, qui brise des vies, qui brise des êtres. Tout ça pour... comme étant sans doute le fruit d'un nouvel impérialisme, encore une fois, mêlé de morale et d'influence russe. Vos questions, vos réactions, François? Un commentaire plutôt qu'une question, mais... quand on regarde, au fond, l'histoire des sociétés avec une focale large, on voit que le degré de tolérance vis-à-vis des différentes orientations sexuelles est très variable. Et l'homosexualité, de ce point de vue, est un marqueur très intéressant parce que extrêmement sensible. Dès que les libertés se restreignent, c'est les homosexuels qui trinquent, tout de suite. Et de façon assez curieuse, ces mouvements sont mondiaux. Il y a des pays précurseurs, mais de ce point de vue, je vous rejoins tout à fait dans le fait que il ne faut pas voir là un particularisme sénégalais, mais plutôt l'expression du fait que, probablement, et de façon terrible, le cycle mondial des libertés s'est inversé. Et qu'on en voit la trace au Sénégal aujourd'hui, mais aussi en Hongrie, chez nous, il y a déjà 15 ans, hein, évidemment en Russie, vous l'avez dit David, en Asie aussi. Et de ce point de vue, c'est assez inquiétant pour les années qui viennent, et le combat que vous menez et que vous nous rappelez me paraît essentiel. Dominique. Une phrase, ça exprime, François le dit en filigrane, la radicalisation sur à peu près tous les sujets. Moi, ce que j'aimerais, et vous l'avez évoqué, c'est que l'Église catholique, au niveau Vatican et au Sénégal, prenne ses distances par rapport à ce genre de choses. Et à vous entendre, je n'ai pas l'impression que c'est le cas. Non, c'est pas le cas. Non, et elle se grandirait, l'Église catholique, à prendre ses distances vis-à-vis de ce genre de choses. Dominique, l'autre Dominique, les deux Dominiques. Non, ce qui me paraît fascinant dans ce que vous dites, c'est la rencontre entre deux phénomènes. D'un côté, traditionnellement, il y avait ce qu'on appelait le culturalisme. On disait, de toute façon, ce sont des sauvages, on ne va pas s'intéresser à eux, ils font n'importe quoi. Mais dans le discours moderne, porté par la Russie, il y a l'idée, mais ils sont en avance, ils nous donnent des leçons, ils nous disent ce que nous devons faire, nous, chez nous. Et c'est cette inversion du regard qui me paraît particulièrement dangereuse et qui s'explique par ce qu'a expliqué François, c'est-à-dire c'est la démocratie qui est en danger, ce sont les valeurs libérales et universelles qui sont contestées. Ruth ? Moi, je suis très inquiète du recul de ces valeurs universelles sur le féminisme, sur la reconnaissance de l'homosexualité et de la vie en toute liberté. Et je vois comment certains partis s'inquiétaient qu'il n'y ait pas de marche des fiertés en Hongrie et qui en faisaient un thème récurrent et qui, là, ont gardé le silence et qui commencent à peine à en parler. Donc, ce que je crois, c'est qu'il faut en parler. Il faut en parler tout le temps. Il faut aller porter le fer là où, justement, ça fait mal. Et leur dire, mais alors, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous faites demain ? Qu'est-ce que vous faites au Parlement européen, vous les députés européens de gauche ? Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous votez pas une résolution ? Pourquoi vous ne faites pas des protestations ? Pourquoi, etc., etc. Parce que c'est un combat qui est emblématique de nos valeurs universalistes. Or, elles reculent de façon tragique. Pourquoi ? Culpabilité du colon, entre guillemets, de l'ancien colon. Et relativisme culturel dans tous les domaines. Donc on respecte parce que c'est leur culture. Non, liberté des femmes, des hommes, liberté de sa vie sexuelle, liberté, ce sont nos valeurs et il faut continuer à se battre et je trouve que Caroline fait un travail formidable là-dessus. Parce qu'on pourrait même considérer les choses à rebours, c'est-à-dire faire une exception pour ces pays. Ça. Est-ce que ça n'est pas une forme de condescendance, d'une certaine manière. Bien sûr, c'est de l'exotisme. Mais d'ailleurs, c'est ce qui se passe quand on appelle à ne pas dénoncer le sexisme et l'homophobie selon la couleur de peau ou l'origine de quelqu'un. C'est profondément raciste. C'est du paternalisme, de l'exotisme, appelez-le comme vous voulez. C'est tout sauf de reconnaître l'autre à égalité. L'autre à égalité, on a la même exigence et surtout on a la même fraternité. C'est-à-dire qu'encore une fois, l'évangélique américain qui est allé porter la parole homophobe en Ouganda
Rwanda. Il est poursuivi aujourd'hui pour crimes contre l'humanité par une association ougandaise, d'Ougandais qui l'accusent de tuer, de prononcer des mots qui ont tué des Ougandais. Il y a Alice Com, qui est une formidable militante pour l'égalité des droits en Afrique, qui se bat tous les jours. Moi, ce sont des gens qui portent le monde dans lequel j'ai envie de vivre. D'abord, le monde dans lequel on me permettrait de vivre, parce que dans l'autre monde, je n'y ai pas le droit. Donc, quand on dit nos valeurs, c'est bien l'universel. L'universel, c'est les valeurs de tout être humain qui aspire à la dignité humaine. C'est les valeurs de la charte de l'ONU. On a oublié cet esprit qui est inscrit au fronton de la charte universelle des droits de l'homme, qui est tout sauf l'âge bête identitaire dans lequel le monde est en train de régresser. Et François a raison, ça n'est qu'un indicateur parmi d'autres que le retour à l'âge bête identitaire, c'est-à-dire des Sénégalais qui disent nous, nos valeurs sénégalaises, c'est de discriminer les gens, des Hongrois qui disent nous, nos valeurs hongroises, c'est de discriminer les gens, des Russes qui disent nos valeurs russes, c'est de discriminer les gens. C'est évidemment pas un nouvel âge de multipolarité. C'est juste un immense retour à la domination, à la hiérarchie, à la détestation. Et c'est pas un monde dans lequel on a envie de vivre, dans lequel l'ensemble du monde se sentira bien. Merci Caroline. Je signale que la rédaction de Franc-Tireur est en train de travailler sur ce même sujet et qu'il y aura d'autres informations à découvrir sur cette sorte de backlash, pour parler en bon français, dans le Franc-Tireur de la semaine prochaine. Une enquête notamment de Yann Barth à venir, à lire dans Franc-Tireur très bientôt. Merci Caroline. Et à mardi prochain.